Bonjour et re-bienvenue dans No Museum. Alors nous allons faire une petite visite cette fois-ci à nouveau dans Blade Runner. On va aller visiter le début de ce film emblématique et on a vu dans les visites précédentes que Ridley Scott aimait bien jouer avec des jeux d'analogie formelle. Par exemple, des métaphores cachées, scriptées, comme les yeux et les œufs dans la scène avec Sébastien. Et là, on va voir comment Ridley Scott exploite nos habitudes de l'écriture cinématographique, en particulier les conditionnements pavloviens générés par la règle des 180 degrés, pour nous surprendre et nous tromper dans le premier dialogue, la première scène de dialogue de Blade Runner. Hein, c'est une scène qui commence, je dirais, avec un découpage relativement traditionnel. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord le fameux plan large que vous voyez là, hein, mais là qui est fait par une caméra en mouvement, hein, qui vient se positionner dans le contre-champ avec Léon qui rentre, de façon à amorcer un champ contre-champ euh, externe. Et puis après, il rentre dans un découpage un petit peu déroutant sur des champs contre-champs sur le test de Voigtkampf qui sont pile dans l'axe. Euh, et on va rentrer dans la scène, on va rentrer dans ce dialogue. Et là, donc, on a une scène très classique du cinéma, qui est un dialogue entre deux personnes, et les caméras vont alterner. Alors, il ne fait pas de contre-champ externe, vous voyez, il fait des contre-champs internes, c'est-à-dire il alterne les champs contre-champs internes. Alors, et c'est là qu'il va jouer, hein, avec ces jeux de narration, cette écriture, ce jeu d'écriture cinématographique. Il va s'arranger pour nous tromper. Hein, il a une écriture très traditionnelle, là, mais c'est justement pour mieux nous manipuler. Alors je vous explique. Il faut comprendre ce qu'est la règle des 180 degrés au départ, hein, pour bien comprendre le jeu que fait Ridley Scott, qui est très très technique. Là, en fait, le principe de la règle des 180 degrés, c'est que c'est l'axe des 180 degrés, c'est l'axe qui joint les deux protagonistes d'une scène. En cinéma, en général, c'est toujours le plus souvent deux protagonistes, une personne et un téléphone, une personne et un chien, deux personnes ensemble qui vont interagir. Et donc il y a une ligne virtuelle qui se crée entre ces deux protagonistes dès que l'on commence à tourner. Là, je vais vous la... Vous voyez. Donc là, je les ai symbolisés ici, on a personnage B à gauche, qui est Léon, et on a le personnage A, qui est Holden, hein, l'inspecteur, avec son test de Voigtkampf, qui est donc le personnage A. Et à partir du moment où j'ai posé ma caméra, par exemple ici, qui est la caméra, alors on a assez peu en fait, on peut découper, on peut se contenter en fait de 3 caméras. Allez, on va dire 5 caméras pour découper une scène cinématographique. C'est la caméra plan large qui situe l'action. Et puis on va alterner des caméras, le plus souvent en contre-champ externe, hein, gauche et droite, et on va alterner une série de champs contre champs externes pour décrire la scène. Et puis, plus on va rentrer dans la dramaturgie, plus on va dire la première scène, le plan large, sert à décrire l'action. Hein, il situe l'action. La narration au cinéma, et vous verrez dans toutes les séries, une fois que vous avez la clé, la majorité des films américains commerciaux sont découpés toujours de la même façon. Plan large, on situe l'action, on va se rapprocher de la scène, et par une série de champs contre champs externes, on va commencer à rentrer, on va décrire le drame, on va décrire on va dire les enjeux. Et puis on va se rapprocher des acteurs, et quand les enjeux commencent à devenir vraiment très très denses, on est tout près, hein, on est très très près des personnages. Et à ce moment-là, ben, c'est le drame, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, va y avoir un drame, et après le drame, alors là on fait ce qu'on veut, hein, au moment du drame on fait ce qu'on veut, et après le drame, on va revenir toujours au plan large, et on va passer à la scène suivante. Et d'ailleurs Hitchcock n'aimait pas ça, hein. Hitchcock expliquait qu'il préférait quitter une scène par un plan moyen sur les acteurs,
il trouvait ça plus dynamique que de revenir systématiquement à ce plan large. Et donc, si vous étiez un réalisateur débutant, bien vous découperiez cette scène-là comme ça. La première scène de Blade Runner, vous la découpez par une série de chants contre chants qui vous rapprochez du personnage et vous faites le drame et ensuite vous terminez. Et là, en fait, Ridley Scott va nous tromper. On a ce plan de début qui est le plan mouvement, hein, qui est le plan large, qui va faire en un seul plan en mouvement, à la fois le plan large qui situe l'action, on va situer l'action et on va se positionner dans le contre-champ derrière Holden. Et ensuite, on a une succession de chant contre chant sur le test de Voight-Kampff pile dans l'axe, hein, dans l'axe de la table et des deux protagonistes. Alors il faut savoir que des chants contre chants comme ça, pile dans l'axe, ont tendance à un peu perdre le spectateur. Hein. Il ne sait plus trop où il est, comment il se situe dans l'espace, qui peut être justifié par l'anxiété de Léon en train de subir un texte. Et puis on a le plan large, ce plan large qui est important, qui resitue à nouveau l'action. Et là, on va rentrer dans le découpage cinématographique traditionnel, l'écriture traditionnelle du cinéma. Alors, Ridley Scott ne fait pas des chants contre chants externes. Dans cette scène-là, il est tout de suite en chant contre chant interne, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas derrière l'épaule des protagonistes, mais il est juste devant, hein, il cadre directement le visage de Léon et de Holden, et donc pendant tout ce dialogue, il va alterner une série de contre-chants, chant contre chant internes sur Léon et Holden, jusqu'à arriver à un moment crucial où on sent à travers l'œil, le gros plan de l'œil, hein, vous vous rappelez la symbolique de l'œil, hein, œil égale œuf, la métaphore cachée, il insiste beaucoup hein, pendant tout le film sur les yeux, et il arrive à ce moment important dans le dialogue où Léon demande à Holden, il voit une tortue dans le désert, hein, c'est un dialogue connu dans le cinéma, il voit une tortue dans le désert, il a une tortue retournée sur le dos dans le désert, qu'est-ce que vous faites Léon? Et c'est un test qui permet de voir comment on va dire, si Léon a de l'empathie. Et en fait, à ce moment-là, il y a un battement de cœur. Il y a un battement de cœur, il y a comme un vaisseau spatial qui passe dans le lointain. La voix de Léon passe en réverbération et on est en gros plan sur Léon qui est stressé. Donc là, tout dans le découpage nous a amené à ce moment habituel dans l'écriture américaine traditionnelle de toutes les séries, etc., où le drame va avoir lieu. C'est-à-dire le spectateur, par ce type de découpage, sent qu'il va y avoir un drame à ce moment-là. Et d'ailleurs, si un réalisateur amateur aurait très certainement provoqué le drame à ce moment-là, puisque tout converge pour qu'il se passe quelque chose. Et là, contre toute attente, Holden se replie sur son fauteuil et dit « Mais c'est rien, Léon, ce sont juste des questions. » Et on revient au plan large. Hein, on va revenir au plan large, voilà. Et là, le spectateur, et Holden dit à Léon, parlez-moi de votre mère. Et donc là, le spectateur sait que le drame est passé. Le battement de cœur, le moment dramatique est passé. On est revenu au plan large. Et d'ailleurs, à ce plan large, comme je disais, que Hitchcock déteste, puisque il indique d'emblée qu'on va passer à la scène suivante. Hein. Il y a quelque chose. Donc le spectateur se relâche dans son fauteuil. Et à la question « Parlez-moi de votre mère », c'est là que Léon va tirer hein, sous la table et va exploser Holden, qui va même carrément traverser le mur. Et ce qui est très intéressant, c'est que la scène se termine, hein, sur les derniers coups de feu, se termine sur la nippone sur la façade de l'immeuble. C'est-à-dire on est passé directement, après ce moment brutal où tous les spectateurs ont fait un saut dans leur fauteuil parce qu'ils ne s'y attendaient pas, Ridley Scott ne nous donne même pas le plaisir ou le repos de revenir sur ce fameux plan large pour voir l'ampleur des dégâts. Hein. Et là, on se dit, quand on voit le film, mais qu'est-ce qui vient de se passer hein. Voilà. Donc, Ridley Scott a exploité, c'est ça qui est intéressant, a utilisé notre conditionnement, on va dire, cinématographique, par des années à voir les découpages de cette façon-là, pour nous surprendre et créer un moment comment on va dire, un moment de surprise dans la scène, voilà, dans la perception du film. Donc c'est une manipulation encore à nouveau subliminale, mais en fait c'est du cinéma, mais qui est intéressant par cette, comment je dirais,
cette maîtrise des règles traditionnelles du cinéma au point même de les exploiter, de les détourner. Voilà, à bientôt.